Bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le grand C, le travail. Donc je vous rappelle que nous sommes dans le grand 2. L'évolution des instances d'intégration remet-elle en question le lien social? Nous avons déjà travaillé sur la famille, l'école. Il nous reste donc à aborder le travail. Grand C, le travail entre inclusion et exclusion. Nous allons aborder cette partie tout d'abord en cherchant à démontrer que le travail est un formidable vecteur d'intégration. Aujourd'hui, nos sociétés sont caractérisées par une forte industrialisation, bien que l'industrie occupe une part de plus en plus faible en France, et surtout par une société salariale, c'est-à-dire que la plupart des emplois sont des emplois salariés à la différence de travailleurs indépendants. Et on sait que dans la mesure où la société repose sur l'industrie et le salariat, le travail va occuper une place essentielle dans la vie des individus, si bien qu'on dit que le travail contribue à l'intégration sociale. Alors il contribue à l'intégration sociale par différents moyens. Tout d'abord, le travail procure un revenu, un salaire, et par ce revenu, on peut participer à la société de consommation et donc tisser des liens économiques. Quand vous avez un salaire, vous pouvez le dépenser pour aller faire vos courses, vous allez développer des liens économiques. Vous allez le dépenser pour aller faire des sorties, des loisirs, vous allez tisser des liens économiques, etc., etc. Donc, c'est assez simple de comprendre que le travail, lorsqu'il permet de percevoir un revenu, il permet aussi de procurer des liens économiques. Toutefois, considérer que le travail est facteur d'intégration à travers le revenu, c'est extrêmement réducteur. Pourquoi? Parce que le travail permet d'autres choses. Alors évidemment, c'est peut-être la chose la plus importante, le travail confère aux individus une identité sociale. Cette identité, c'est quelque chose de très important dans la société. Je vous rappelle que quand vous rencontrez quelqu'un, très vite, la première question qui arrive, c'est « Que faites-vous comme métier ?» Et puis ça va toujours déclencher des réactions. Être enseignant, par exemple, déclenche des réactions. Voilà, il y a certains métiers qui déclenchent plus ou moins de réactions, mais voilà, vous comprenez que le travail, c'est aussi ce qui vous définit. Et vous allez vous définir comme ça, à travers le travail. Autre élément, le travail, c'est aussi un lieu d'intégration parce que c'est forcément un lieu de socialisation. On le sait, le travail, c'est un lieu de socialisation secondaire. Il permet d'apprendre des normes spécifiques au travail, des valeurs spécifiques au travail, la ponctualité, l'entraide entre collègues, si dans l'entreprise ça peut se passer comme ça, bien sûr, etc., etc. D'autre part, c'est un lieu de sociabilité, dans le sens où vous pouvez tisser des liens avec des collègues de travail qui peuvent devenir des amis, des proches, etc., etc. De plus, on sait qu'aujourd'hui, avoir un travail, c'est aussi accéder à la citoyenneté sociale. C'est-à-dire que c'est à travers le travail qu'on a des droits et des devoirs, notamment des droits en termes de protection sociale. On sait que c'est le travail qui ouvre les droits au chômage. On sait que c'est le travail qui ouvre les droits aux arrêts maladie. On sait que c'est le travail qui permet d'avoir une retraite. Donc on dit que le travail permet d'accéder à la citoyenneté sociale. Et enfin, si tout se passe bien, on peut estimer que dans le meilleur des cas, le travail peut être source d'épanouissement personnel et d'expression de soi. En effet, vous pouvez trouver un travail qui va totalement vous correspondre, où vous êtes totalement épanoui dans votre travail. Et dans ce cas, en plus d'apporter tous les éléments que l'on vient de lister, donc une dimension d'apporter des liens économiques à travers le revenu, d'apporter une identité, d'apporter de la sociabilité et de la citoyenneté, il va être source d'épanouissement personnel et d'expression de soi. C'est en ça qu'on dit que le travail est historiquement source d'intégration sociale.
Toutefois, le travail a subi des changements qui, aujourd'hui, poussent à relativiser la dimension intégratrice du travail et même à dire que le travail peut parfois conduire à l'exclusion. Vous avez ici un sociologue, Serge Pogam, qui a travaillé sur la notion de disqualification sociale. Alors pour Pogam, un individu peut se trouver exclu en fonction de certains éléments. Et pour Pogam, l'exclusion est en fait un processus qui va suivre certaines étapes. D'abord, une étape de fragilité. Donc un individu qui était totalement intégré peut, au cours de sa vie, et on va probablement tous passer par cette phase-là, connaître une phase un petit peu plus difficile. Une phase de perte d'emploi, une phase de remise en question, une séparation, un décès, etc., etc. Au cours de cette phase-là, l'individu, s'il perd son emploi par exemple, il va recevoir ponctuellement une aide versée par l'État. Pogam nous dit qu'il existe une deuxième phase. Cette deuxième phase, c'est la phase de dépendance. Dépendance vis-à-vis des aides sociales. Donc ici, l'individu ne vit qu'à travers le versement de prestations sociales qu'il reçoit de l'État. C'est pour ça qu'il appelle cela la phase de dépendance, parce que l'individu a des revenus qui dépendent des prestations sociales versées par l'État. Et enfin, une dernière phase, la phase de rupture, caractérisée par une forte marginalisation. C'est-à-dire que l'individu, là pour le coup, va véritablement être exclu de la société, être à part, être marginalisé dans cette dernière phase. Donc Pogam définit la disqualification de la façon suivante. C'est un processus qui conduit à l'exclusion. Il se traduit par une forte stigmatisation, c'est-à-dire qu'on va pointer du doigt les individus qui dépendent justement des prestations sociales, qui n'arrivent pas à s'intégrer sur le marché du travail, et on va justement leur coller cette étiquette d'exclus. Alors des exemples pour illustrer ce phénomène, ils sont nombreux. Vous avez vu la vidéo qui montre comment une personne tout à fait normale a basculé ou s'est petit à petit retrouvée dans la rue. Moi je vous donne un exemple qui est celui-ci. On peut imaginer par exemple un cumul de CDD. Donc vous enchaînez les CDD, et si vous enchaînez les CDD, vous connaissez aussi des périodes de chômage. Donc imaginons que vous fassiez CDD, chômage, CDD, chômage, et puis imaginons qu'arrive la crise économique de 2008, on n'a plus besoin de vous, la période de chômage va s'étaler. Sauf qu'à la fin du chômage, il se peut que vous n'ayez plus de droits, et dans ce cas-là, vous allez basculer dans l'obtention du RSA, le revenu de solidarité active, qui est pour un homme ou une femme seule à 500 et quelques euros par mois. Cette phase, elle peut vous fragiliser, elle peut vous amener à avoir une baisse de morale, et ça peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes si loin du travail que vous n'arrivez plus à en retrouver, vous avez cumuler des mois et des mois sans activité, vous continuez à être au RSA, et puis vous allez perdre votre appartement, vous allez devoir vendre votre voiture, etc., etc., et vous allez connaître une phase de marginalisation. Alors, on peut s'attacher quelques minutes à essayer de voir quelles sont les différences entre la désaffiliation qu'on a abordée dans le grand 1 et la disqualification proposée par Pogam. D'abord les points communs. Pogam et Castel considèrent que l'exclusion n'est pas un état, mais c'est bien un processus, c'est-à-dire un enchaînement d'étapes qui va conduire à l'exclusion. Et en ça, ils ont un point commun. Par contre, Castel, lui, montre qu'un individu peut voir ses liens sociaux s'affaiblir à cause des mutations du marché du travail et à cause de des transformations
familiale. Pogam, quant à lui, insiste beaucoup plus sur les interactions, c'est-à-dire le fait que ce sont les individus qui vont pointer du doigt l'individu qui sera en phase de dépendance, ils vont l'étiqueter comme exclu, si bien que l'individu qui se sent visé va lui-même se définir et se considérer comme exclu. Enfin, quels facteurs contribuent à l'apparition de ces deux phénomènes? Alors que ce soit pour Pogam ou pour Castel, les mutations de l'emploi, c'est-à-dire le fait que le travail change dans son contenu mais aussi dans sa forme, vont faire que ces mutations vont faire que on peut voir des phénomènes de disqualification et de désaffiliation apparaître. Alors, quelles modifications, pour être un petit peu plus précis? Tout d'abord, l'augmentation du chômage. Jusqu'il y a peu, on avait 10% de chômeurs dans la population. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur justement le sentiment de dépendance. Vous avez des personnes de plus en plus nombreuses qui se retrouvent au chômage et qui se considèrent et qui vont recevoir des prestations sociales. Ensuite, on sait qu'on a une instabilité et une précarité de l'emploi. On a un nombre de CDD qui ne cesse de croître et un recours à l'intérim. Alors, si vous êtes en CDD ou en intérim, ça veut dire que vous alternez entre des phases de travail et des phases de chômage. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut conduire à la désaffiliation ou à la disqualification. Et évidemment, le temps de travail subi. Vous savez que les femmes, là aussi, subissent en grande partie ce temps partiel. Et quand vous êtes à temps partiel subi, ça veut dire que vous auriez souhaité travailler à temps plein, mais vous n'y arrivez pas. Vous ne trouvez que des temps partiels. Et bien dans ce cas-là, vous allez devoir vivre avec un revenu qui est moindre. Donc tous ces éléments peuvent conduire à l'apparition de la désaffiliation ou de la disqualification.